Nous allons parler aujourd'hui de Nouvelle-Calédonie. Que se passe-t-il? On ne va pas faire un point d'actualité que font déjà les médias traditionnels. Nous allons essayer de voir un petit peu d'où ça vient, ces émeutes, cette île qui a été mise à feu et à sang par des milieux indépendantistes kanaks et des milieux révolutionnaires qui se sont ajoutés à cela, avec peut-être des interférences étrangères. Tout d'abord, faisons un petit rappel. En 1988, un homme politique qui, comme tous les autres depuis des dizaines d'années, n'ont jamais préparé le long terme et ont mis des petites bombes à retardement en faisant des concessions pour essayer de faire pas de vagues et d'essayer d'avoir des positions à mi-chemin. Michel Rocard, qu'on a souvent trouvé génial, l'homme de gauche qui était responsable, qui était pas extrême, c'est vrai qu'il n'était pas très extrême. Enfin, il venait quand même du PSU quand il était jeune, il avait la même origine radicale que beaucoup d'anciens militants de gauche, et même s'il avait l'air extrêmement modéré, raisonnable, républicain, l'homme qui avait même dit « on ne peut pas nourrir toute la misère du monde », que l'on cite très souvent comme le socialo-lucide, etc. En fait, comme la plupart de nos dirigeants de droite comme de gauche, eh bien, il a mis des petites bombes à retardement avec des décisions peu fermes et parfois irresponsables. On le voit par rapport à l'islamisme, on le voit par rapport aux retraites, on le voit par rapport à l'assistanat, on le voit par rapport aux impôts qui étouffent les entreprises, on le voit par rapport à l'immigration en général, et on le voit aussi concernant les statuts toujours plus favorables que l'on donne à un certain nombre de territoires français qui finissent par avoir des statuts pas extraterritoriaux, mais des dérogatoires du droit commun. Donc en 1988, Monsieur Michel Rocard, avec les accords de Matignon, promet une réforme du statut de la Nouvelle-Calédonie, et il promet aussi, dans le cadre des accords de d'Ouvéa, il promet un référendum 10 ans plus tard, nous sommes en 1988, et en 1998 est organisé un référendum. Alors, si vous allez sur Internet, vous allez voir le nombre de fois où il y a eu des statuts, des aménagements de statuts, des projets de loi, des concessions, des discussions. C'est assez impressionnant. Là, je la fais extrêmement courte. 1988, accord de Matignon. Alors, on arrive, bien entendu, accord de Matignon, ça nous rappelle que quelques mois plus tôt, à l'époque où il y a eu les attaques contre des gendarmes français, je crois une vingtaine de morts, et donc il y avait eu des attaques extrêmement violentes, c'était pas les seules, mais les attaques les plus violentes, c'était contre les gendarmes français, à l'instigation des Kanaks, les indépendantistes Kanaks. Donc il y avait eu des tensions extrêmes, et ensuite les accords de Matignon, qui essayaient de trouver un modus vivendi et une sorte de technique très connue. On gagne un peu de temps, on promet des choses, mais à petit feu, par étapes, en disant peut-être qu'un jour vous pourrez être indépendant, mais pour l'instant vous l'êtes pas. Mais on vous permet, pas tout de suite, mais dans 10 ans, rendez-vous dans 10 ans pour faire un référendum concernant l'indépendance, un référendum qui passe aussi par toute une série de discussions sur la loi électorale et sur qui doit voter, qui ne doit pas voter. Donc vous voyez, ceci n'est pas du tout nouveau. En 1988, on en discutait. En 1998, quand le référendum n'a pas été accepté en faveur de l'indépendance, les non l'ont emporté sur le oui, eh bien, on en a encore rediscuté. On en a rediscuté sous Sarkozy, sous Hollande, et sous M. Macron, jusqu'à ce que une loi qui est arrivée au Parlement ces jours-ci, nous parlons le vendredi 17 mai, c'est-à-dire le 3e jour des émeutes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, depuis quelques jours, pourquoi ça a explosé à ce moment-là et pas une semaine avant? Parce que, justement, une proposition de loi constitutionnelle était en train d'être étudiée et elle passait au Parlement, elle était en étude au Parlement, et elle visait à élargir la base électorale, c'est-à-dire ne pas réserver cette base électorale aux seuls Kanaks et aux non-Kanaks qui sont là depuis des centaines d'années, mais aussi permettre de plus en plus
à ceux arrivés de manière un peu moins ancienne, à rentrer petit à petit dans le corps électoral. Alors, certains sont exclus, ceux qui sont arrivés extrêmement récemment, mais l'idée, c'est de faire rentrer plus d'électeurs possibles dans le corps électoral, même s'ils ne sont pas des autochtones ou même s'ils ne sont pas des blancs établis depuis des siècles ou depuis de très nombreuses années. Et bien évidemment, si on se met, parce qu'on est en géopolitique, d'un point de vue géopolitique, on essaie d'étudier tous les bords, toutes les parties prenantes. Du point de vue kanak, effectivement, c'est pas le début de la fin, c'est la fin de la fin. Si tout le corps électoral peut voter, si le corps électoral inclut tous les citoyens français se situant, habitant depuis un certain temps, pas forcément depuis très longtemps, mais ceux qui sont installés comme résidence principale en Nouvelle-Calédonie, ça veut dire qu'à terme, les Kanaks deviendront minoritaires, puisqu'on n'exclura plus des véritables habitants, entre guillemets, ceux qui sont des gens de la métropole installés depuis pas très longtemps. Donc effectivement, du point de vue kanak, c'est une question de survie, c'était tout à fait inacceptable, et c'était l'achèvement d'un processus qui est l'inverse que celui que Michel Rocard avait promis, ou laissé promettre, ou fait croire qu'il allait promettre, c'est-à-dire qu'un jour, il y aurait la possibilité d'être indépendant, en excluant justement du référendum les blancs hexagonaux arrivés depuis moins de tant d'années. Ça, c'est du point de vue kanak. Du point de vue des Français qui habitent en Nouvelle-Calédonie et qui ne sont pas des Kanaks, il est tout à fait normal qu'ils soient inclus dans le corps électoral pour toutes les élections et pas uniquement certaines, y compris pour les élections provinciales qui ont fait débat. Donc les Kanaks ne peuvent pas accepter cette loi électorale, c'est tout à fait logique. Les non-Kanaks de souche, mais résidant ou habitant même depuis assez longtemps en Nouvelle-Calédonie et enracinés, nouvellement enracinés bien que blancs, eux avaient tout à fait intérêt à cette loi et tout Français patriote républicain qui ne veut pas décoloniser les possessions, moi j'appelle pas ça des colonies, mais certains pays, on verra lesquels, disent que c'est des colonies, et bien entendu, tout Français républicain qui veut le maintien de la France dans ses frontières actuelles ne voit pas d'un très bon œil le projet des Kanaks visant un jour à acquérir l'indépendance et surtout à exclure du vote les non-Kanaks de souche, puisque c'est une discrimination par rapport au droit français, c'est plus que dérogatoire, ça devrait être normalement même considéré comme anticonstitutionnel, sauf à considérer la Nouvelle-Calédonie comme un territoire qui ne ferait pas partie véritablement de la République française, et c'est compliqué à le faire accepter d'un point de vue juridique. Ceci dit, la presse et le gouvernement français ont accusé ces derniers jours justement l'Azerbaïdjan en particulier, mais aussi la Turquie, d'être parmi les instigateurs de ces émeutes qui ont fait tout de même 5 morts, dont la plupart des gendarmes et des policiers, beaucoup de policiers aussi blessés, mais aussi quelques civils blessés et même 1 ou 2 tués, par des balles perdues de différents émeutiers. Parmi les émeutiers, d'ailleurs, on a arrêté non seulement des militants idéologiques kanaks, mais aussi ce qu'on appelle des chefs mafieux liés au mouvement kanak indépendantiste le plus radical. Et donc, dans ce contexte, effectivement, on a une extrême violence qui est en train d'être combattue par le gouvernement français. Et pour combattre cette révolution kanak et paramafieuse et indépendantiste, et bien évidemment, le gouvernement a besoin de légitimité, puisqu'il y a tout de même une répression, il y a une suppression aussi de la liberté d'expression sur Internet, avec notamment la suspension du réseau TikTok sur l'île, puisqu'elle permet aux émeutiers de communiquer. Donc, ce genre de restriction de liberté, couplée à une répression assez exceptionnelle, nécessite une légitimité. On l'a dit dans plusieurs vidéos, l'histoire est faite par ceux qui acquièrent une légitimité qui leur permet d'agir politiquement et géopolitiquement, y compris par la violence, sachant que l'État a le monopole de la violence légitime. Mais
Cette violence est légitime parce que une légitimité a été construite pour qu'on puisse l'utiliser. Quand on perd la légitimité, on perd le monopole de la violence légitime, puisque d'autres considèrent que eux aussi ont le droit à utiliser la violence, puisqu'ils ne considèrent plus l'État comme ayant ce droit. Donc, dans ce contexte de recherche de légitimité, le gouvernement français, de M. Attal et de M. Macron, ont accusé la Turquie et l'Azerbaïdjan d'être derrière les émeutiers. Alors, comme c'est à la mode aujourd'hui, dès qu'il se passe quoi que ce soit, des informations sur Internet, attaques de hackers, élections gagnées par des populistes ou par je ne sais qui, même les Catalans, quand les Catalans étaient en faveur de l'indépendance et qu'il y a eu ce fameux référendum en 2017, je me rappelle, on accusait déjà la Russie. Donc certains accusent la Russie ces jours-ci. Je ne dis pas ça pour défendre le régime, bien sûr, de Moscou, du Kremlin, de M. Poutine, mais je n'y crois pas énormément, même si, effectivement, étant en guerre contre des forces ukrainiennes armées par la France et par des pays de l'OTAN, peut-être que la Russie ne va pas se gêner pour encourager, du moins verbalement, idéologiquement, ces émeutiers. Par contre, on a un peu plus d'indices concernant l'Azerbaïdjan, qui en veut énormément à la France pour le fait que la France est le seul pays occidental et européen qui a réellement défendu la position des Arméniens du Haut-Karabakh. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur le Haut-Karabakh, sur la Turquie et l'Azerbaïdjan et le problème arménien, eh bien je les renvoie à ces vidéos. Pour la faire très très courte, une partie de l'Azerbaïdjan reconnue comme telle aux Nations Unies et donc pour le droit international, si j'ose dire, même si c'est discuté par certains, le Haut-Karabakh, le Nagorno-Karabakh, une partie de l'Azerbaïdjan, peuplée depuis 3000 ans par des Arméniens, était revendiquée par des Arméniens qui auraient même voulu, au sortir des années 90, se rattacher à l'Arménie. Ne pouvant pas être rattachés à l'Arménie, ils ont constitué une république autonome du Haut-Karabakh, qui, pour le droit international, a toujours été reconnue comme partie intégrante de l'Azerbaïdjan, donc du point de vue de la légalité. Par contre, du point de vue de la légitimité dont on parlait, le Haut-Karabakh estimait que, étant arménien depuis les origines et étant donné que ce territoire avait été attribué à l'Azerbaïdjan de manière unilatérale par Staline, qui avait donné en gros un bout d'Arménie historique à l'Azerbaïdjan, ce qui s'oppose au principe de l'égalité qui, au niveau international, reconnaît le Haut-Karabakh comme partie de l'Azerbaïdjan. Les autres, ceux qui sont du côté des Arméniens, disent que même si le droit international reconnaît la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh, eh bien, le Haut-Karabakh avait le droit à être indépendant, pour certains même à se rattacher à l'Arménie. Dans ce contexte, l'Azerbaïdjan en veut à mort à la France, puisque du point de vue du droit international, l'Azerbaïdjan dit « nous sommes légitimes à avoir reconquis le territoire du Haut-Karabakh, et même avoir, ils le disent pas, mais ils l'assument pas, mais avoir fait fuir ses derniers habitants arméniens. Il n'y a plus d'Arméniens dans le Haut-Karabakh. » L'Azerbaïdjan dit « c'était chez nous, ils avaient qu'à pas fuir, et nous, en tout cas, on voulait juste récupérer la souveraineté sur ce territoire, et la France a, comme elle a signé des accords avec la Grèce et avec Chypre ces dernières années, depuis les années 2000, contre la Turquie, eh bien la France, habituée à œuvrer contre l'axe turco-azéri, donc contre le monde turcophone, la France a renforcé ses accords de coopération, y compris militaires, avec l'Arménie ces dernières années, dans le cadre d'un soutien plus large aux Arméniens et d'Arménie, mais aussi du Haut-Karabakh, ce qui n'est pas tout à fait exact, l'accusation n'est pas tout à fait exacte, mais la France a été en tout cas solidaire, même si elle n'a pas armé les militants du Haut-Karabakh, elle a fait un accord de défense, elle a accentué ses accords de défense avec l'Arménie, qui elle est indépendante, et non pas avec le Haut-Karabakh. Mais les Azéris mélangent tout, comme ils veulent prendre aussi un bout d'Arménie dans quelque temps, eh bien le gouvernement azéri se dit, pour se venger, nous allons saper les pions des Français partout où on le pourra, et notamment là où la France, elle aussi, a des problèmes territoriaux avec des mouvances indépendantistes, puisque eux ont soutenu des indépendantistes arméniens
sur le sol azéri, eh bien nous allons soutenir des indépendantistes kanaks sur le sol de la Nouvelle-Calédonie. Apparemment, même la Turquie serait de mèche avec les services secrets turcs, le MIT, comme on l'a vu récemment lors d'un événement qui est passé sous silence, mais quelques-uns en ont parlé, un forum, ou plutôt une conférence internationale sur la décolonisation, tenez-vous bien, c'est intéressant, qui s'est tenue le 1er mars 2024 à Ankara. Ce qui est assez rigolo, c'est que la Turquie, nostalgique de l'Empire ottoman, la Turquie impérialiste, qui ne cesse d'élargir ses territoires, en tout cas virtuellement, qui voudrait rétablir un empire ottoman en prenant des positions en Afrique du Nord, notamment dans des lieux comme en Libye ou en Tunisie, où il y a des traces de colonialisme turc, avec même quelques descendants de Turcs. La Turquie occupe aussi illégalement le nord de Chypre. La Turquie revendique des territoires d'Irak, qu'elle bombarde régulièrement, au nom de la défense des Turkmènes persécutés, soi-disant, par les Kurdes, et également dans le nord de la Syrie, le Rojava, la Turquie a bombardé et pris les positions d'autochtones kurdes, et la Turquie revendique dans le nord de la Syrie une véritable protectorat turc. Donc Turquie, Irak, Chypre et de manière moins directe le Maghreb et pas mal de pays du Proche-Orient, dont Gaza, d'où le soutien de la Turquie au Hamas. C'est parce que partout où la Turquie a été un empire, elle essaie de revenir en force, soit de manière militaire comme en Syrie ou en Irak, soit de manière politique et idéologique avec les réseaux islamistes et pan-turcs, comme elle le fait en Asie centrale pour le pan-turquisme ou dans le Caucase, et même en Crimée, d'où le soutien à l'Ukraine, ce qui n'est pas connu. Tout le monde accuse la Turquie de soutenir la Russie, mais elle soutient également, d'un point de vue géopolitique, elle soutient économiquement la Russie pour faire face aux sanctions, mais elle soutient l'Ukraine, puisque la Crimée, qui fait partie juridiquement de l'Ukraine, même si elle est occupée par les Russes, eh bien la Crimée était le territoire des Tatars, les cousins des Turcs de Turquie, dans le cadre de la solidarité pan-turque, la Turquie soutient également les Tatars de Crimée. Revenons à notre schéma. Donc vous voyez que la Turquie, qui est un pays extrêmement impérialiste, et là c'est pas un jugement de valeur, qui assume son impérialisme, eh bien elle a fait une conférence, elle a organisé une grande conférence sur la lutte contre l'impérialisme, la lutte contre le colonialisme, elle qui est une puissance coloniale et qui a absolument pas honte d'avoir été une colonie sous l'Empire ottoman, et qui veut même rétablir des colonies, et qui en occupe certaines, notamment à Chypre ou dans le nord de la Syrie. Eh bien ce pays a une faculté assez incroyable à reprocher aux autres ce qu'il fait lui-même, et dans le cadre aussi de la déstabilisation de la France, la Turquie comme l'Azerbaïdjan ayant pas mal de contentieux avec la France et le gouvernement actuel, eh bien c'est de bonne guerre quelque part. D'un point de vue turco-azéri, nous pourrions dire c'est de bonne guerre. Vous avez sapé nos pions à tort ou à raison dans tel ou tel endroit, vous avez soutenu nos ennemis, les Grecs, les Chypriotes, les Arméniens, eh bien nous faisons pareil, nous soutenons vos ennemis. C'est dans ce contexte que le gouvernement actuel, à juste titre, a souligné le soutien azéri et turc aux émeutiers de la Nouvelle-Calédonie. Par contre, moi je ne suis pas tout à fait certain que ça soit déterminant. Que la Turquie et l'Azerbaïdjan aient invité des Kanaks ou d'autres militants indépendantistes, notamment peut-être Corse, peut-être d'autres territoires en Polynésie. Apparemment, ça fait peu de doute qu'il y ait eu des contacts, une tentative de récupération. On a même vu des drapeaux azéris récemment brandis ces derniers jours en Nouvelle-Calédonie, du fait qu'ils sont contents, eux, de leur point de vue. Ils reçoivent le soutien d'un des rares pays au monde qui soutient un indépendantisme. Il faut savoir que la plupart des pays au monde n'osent pas trop soutenir un indépendantisme dans un autre pays, surtout quand eux-mêmes ont un problème d'indépendantisme. Ils ne voudraient pas qu'on leur fasse ce qu'ils font aux autres. Donc il n'y a pas beaucoup de pays qui vont ouvertement soutenir les indépendantistes kanaks. Voilà pourquoi les Kanaks, quand un pays officiel, réel, les soutient, ils sont bien contents et ils brandissent leur drapeau. Ça ne veut pas dire que sans l'intervention de l'Azerbaïdjan et de la Turquie et des services secrets turcs, le IMIT, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas eu lieu, puisque je reviens et je conclus, depuis 1988, les accords d'Ouvéa, depuis le référendum de 1998,
donc qui avait été prévu 10 ans plus tôt par Michel Rocard, eh bien, le statut de ceux qui votent, ceux qui ne votent pas, ceux qui peuvent voter ou pas, le statut donc des habitants de la Nouvelle-Calédonie est fondamental. La question de l'élargissement ou pas du corps électoral, que les Kanaks voudraient même rétrécir, est fondamentale, il est crucial, puisque c'est ce qui permet ou pas le fait que la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance. Ce qui paraît largement compromis, d'où la radicalisation de ces émeutiers et des milieux nationalistes kanaks qui se disent pour que le gouvernement fasse à nouveau quelques concessions et peut-être amende un peu plus au nom du retour de la paix civile, amende un peu plus ce projet qui élargissait le corps électoral, eh bien on va tout casser. Ça marche en général, hein, quand la CGT a tout cassé, ou alors menacé de tout casser, notamment à la veille des Jeux Olympiques, eh bien le gouvernement a accordé, étonnamment, une exception absolument incroyable, dérogatoire à tous les autres systèmes, pour les retraites des agents de la SNCF, qui ont eu un système tout à fait dérogatoire, des faveurs absolument incroyables, parce qu'ils menaçaient de paralyser la France. On se rappelle aussi des émeutes de 2005, lorsque un des chefs émeutiers, à la suite de la mort de deux jeunes qui étaient morts dans un transformateur parce qu'ils ne voulaient pas se rendre à la police, ils ne voulaient pas obtempérer lorsque la police les avait poursuivis, on se rappelle que l'un des émeutiers, je me rappelle, s'était vanté qu'ils avaient été reçus par Sarkozy parce qu'ils avaient tout cassé, et en sortant de l'Élysée, l'un d'entre eux avait dit « si on n'avait pas tout cassé, on n'aurait jamais été reçu à l'Élysée ». Donc c'est bien connu, quand un pouvoir a une certaine faiblesse et peur des vagues, eh bien il cède non pas auprès de ceux qui ont les meilleures revendications, mais de ceux qui ont les revendications les plus fortes, et surtout qui risquent de tout casser, ou qui cassent tout. Donc c'est-à-dire, comme me disait un jour un homme politique connu dont je tairai le nom, il me disait la principale force en politique, la principale caractéristique pour compter en politique, c'est exercer et faire connaître son pouvoir de nuisance. Et donc, voilà pourquoi il y a ces émeutes, elles sont tout à fait logiques, et à mon avis, même sans l'Azerbaïdjan et sans la Turquie, ou la Russie, certains accusent la Russie, on pourrait même accuser, je sais pas, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, n'importe qui, c'est un peu facile. La réalité, c'est que les Kanaks radicaux indépendantistes cohérents, les plus historiques, qui sont en faveur de l'indépendance, ne voient plus que cet instrument, cette solution pour essayer de compter. Alors, on pourrait conclure en disant, si le gouvernement a compris cette stratégie, il ne cédera pas. Il l'a compris, ça c'est certain. Qu'il ne cède pas un petit peu, ce n'est pas sûr, puisque malheureusement ou heureusement, depuis, je dirais depuis les années 68, depuis 1968, dans les démocraties occidentales, il y a une fâcheuse habitude à souvent remplacer ou faire prévaloir le pouvoir de ceux qui votent avec les pieds et en cassant tout sur celui de ceux qui votent tranquillement, légalement, en respectant les lois et en allant voter un dimanche matin. Cette histoire de voter avec les pieds, elle est tout à fait ancrée dans les mentalités depuis 1968, mais on pourrait parler aussi des révolutions de couleur dans les années 2000 qui ont déstabilisé plusieurs pays du Caucase et d'Asie centrale et de l'ex-Union soviétique et d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, on l'a bien vu, ou d'Europe orientale, notamment je pense à la Serbie, je pense aussi à l'Ukraine et à la Géorgie. Quand 100 000 ou 150 000 personnes manifestent, voire cassent tout, montrent leur pouvoir de nuisance, surtout quand c'est des jeunes et qu'ils sont, ou alors que des milieux défavorisés ou des minorités qui défilent, eh bien, on a tendance à leur accorder une énorme importance, même lorsqu'ils représentent beaucoup moins que ceux qui votent. Et donc, moi, si j'étais Kanak, je n'aurais pas fait autrement. Par contre, là, je me mets du côté des Kanaks, je n'aurais pas fait autrement parce que je n'ai pas d'autre solution. Parce que si le corps électoral est élargi, je n'aurai jamais l'indépendance et je finirai par être submergé par les non-Kanaks qui, par définition, sont pas trop pour l'indépendance. Ils n'ont pas cet agenda identitaire qui est tout à fait compréhensible de la part d'un Kanak autochtone qui se sent en minorité chez lui, mais qui n'est pas le cas du non-Kanak pièce rapportée. Et donc, il ne pouvait pas faire autrement. Par contre, le gouvernement a le choix
entre accepter qu'il y ait encore quelques journées difficiles avec quelques émeutes et quelques œufs cassés, et même, pourquoi pas aussi, utiliser les moyens légaux, tous les moyens légaux possibles pour réduire les forces combattantes illégales, ou alors, dans une logique de compromission, d'image, de ne pas avoir l'air opposé à ces jeunes défavorisés qui viennent des quartiers défavorisés, comme on a plusieurs quartiers extrêmement pauvres en Nouvelle-Calédonie qui sont parmi les foyers de contestation. Pour avoir l'air humain, l'air consensuel, peut-être que le gouvernement sera tenté d'émettre certaines propositions qui vont dans le sens d'un retour à l'esprit de Michel Rocard, peut-être quelques concessions sur qui parmi les non-Kanaks pourra voter, finalement peut-être pas ceux qui sont arrivés depuis tant d'années. On va peut-être augmenter le nombre d'années nécessaires au détriment de certains qui vont être exclus du vote de facto. Je ne sais pas quelle est l'issue, mais il y a deux solutions. Soit on cède, soit on ne cède pas, puisque depuis 1988, cette histoire a assez duré. La Nouvelle-Calédonie est un territoire extrêmement stratégique pour la République française, avec des matières premières, avec beaucoup de citoyens paisibles, y compris certains Kanaks qui voient d'un très bon œil d'être rattachés à la France, puisqu'ils seraient beaucoup plus pauvres et beaucoup moins bien dotés sans la République française derrière eux. Une majorité de ceux qui habitent, en tout cas, en Nouvelle-Calédonie, sont pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Eh bien, le fait de céder à des radicaux, à mon avis, serait une très mauvaise solution. Mais en géopolitique, on n'est pas là pour juger. L'histoire dira qui a raison ou qui a eu tort. Et surtout, ce qui compte en géopolitique, c'est les rapports de force physiques, militaires, en l'occurrence émeutiers, mais aussi les rapports de force psychologiques. Et c'est pour ça qu'en géopolitique, on accorde beaucoup d'importance aux rapports de force non matériels, notamment la question de la culpabilisation de la culpabilité. Les Français qui sont en charge du maintien du territoire français dans son intégrité, vont-ils céder au risque de la culpabilisation, de la culpabilité? Vont-ils se laisser culpabiliser par ceux qui accusent la France d'être toujours une puissance coloniale? Récemment, l'Algérie s'est même solidarisée des émeutiers en disant la France coloniale qui ennuie tout le monde partout, qui continue à se comporter comme une puissance coloniale. Eh bien, c'est l'arroseur arrosé. On ne va pas les soutenir face à ces indépendantistes. On voit qu'un certain nombre de pays de force, et vous voyez, pas que la Russie ou pas que l'Azerbaïdjan ou pas que la Turquie, un certain nombre de pays qui en veulent à la France des années plus tard pour l'avoir un jour colonisée, mais qui eux-mêmes n'ont pas de culpabilité pour avoir colonisé ou essayé de coloniser la France, notamment les pirateries maghrébines, les pirates barbaresques pendant 500 ans, pour le compte de l'Empire ottoman colonial, faisaient des agressions, des razzias régulièrement sur toutes les côtes du sud de l'Europe. La Turquie, qui accuse la France d'être coloniale, elle-même veut rétablir un empire colonial pan-turquiste d'un côté et néo-ottoman de l'autre. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas se laisser impressionner par les forces anticolonialistes de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, les fameux, vous savez, les nouveaux phénomènes wokistes ou intersectionnalistes qui considèrent que la lutte des minorités sexuelles, ethniques et religieuses doit converger et que finalement tout doit converger contre ce que décide l'homme blanc, hétérosexuel, occidental, judéo-chrétien. En gros, cet homme-là, vous me direz, c'est pas forcément le cas de tous les dirigeants, mais en gros, on va dire l'homme occidental, l'homme mâle occidental, judéo-chrétien ou d'origine judéo-chrétienne, c'est le mal absolu. Et donc, il a toujours tort puisqu'il a été colonial, donc il doit le payer éternellement. Ça, c'est un petit peu ce qu'on veut nous faire avaler pour céder. Il est certain que si on cède à cette culpabilisation, qui est une véritable force d'autodestruction de masse, effectivement, les Kanaks gagneront des concessions. Par contre, si on ne se laisse pas impressionner, eh bien, les choses iront comme elles devaient évoluer. Petit à petit, ce qui aurait dû être le cas depuis 30, 40 ans, eh bien, tous les habitants de l'île finiront à terme par avoir le droit de voter, ce qui est quand même un droit élémentaire en démocratie, de pouvoir voter à égalité comme
les autres résidents dès lors qu'on paye ses taxes, qu'on est résident, qu'on a un domicile, qu'on travaille, qu'on va à l'école, qu'on met ses enfants à l'école dans un pays. Il est quand même assez absolu, il est quand même assez invraisemblable, il est fou de constater que depuis les accords de Michel Rocard, on a voulu faire des concessions pour que certains résidents de Nouvelle-Calédonie soient en fait, comme disait Coluche, moins égaux que d'autres. Voilà, je terminerai là-dessus et n'oubliez pas de rejoindre cette chaîne si elle vous intéresse et de partager. Et n'oubliez pas que si vous ne vous intéressez pas à la politique ou à la géopolitique qui est liée, eh bien la politique ou la géopolitique s'occupera de vous.